Jean Daniel, j'aimerais qu'on aborde le sujet des attentes des étudiants vis-à-vis de l'enseignement supérieur, évidemment. On continue de dévoiler ensemble cette étude passionnante d'Aris Interactive sur le devenir des étudiants. Quels sont, de ce point de vue-là, sur les attentes des étudiants vis-à-vis de l'enseignement supérieur, quels sont, d'après vous, les faits marquants? Est-ce que, aussi, les étudiants sont satisfaits de leur étude, de la façon dont on les enseigne et dont on réalise la passerelle en direction du monde du travail? Ils sont satisfaits sur la première partie et pas forcément sur la deuxième. Voilà. Donc quand on les interroge sur l'existant aujourd'hui, la manière dont ça se passe, on le voit, en fait, on a près de 3/4 des étudiants qui déclarent qu'ils ont non seulement choisi, mais qu'ils sont également satisfaits de leur orientation dans l'enseignement supérieur, ce qui est là aussi un peu plus important de la part de ceux qui sont dans des écoles un peu plus spécialisées et un peu plus professionnalisantes, que lorsqu'on les interroge même, et on va le voir sur le tableau suivant, à l'égard de la perception de la manière dont ça se passe au quotidien et est-ce qu'ils en sont satisfaits ou pas, il y a globalement la perception qu'il y a un enseignement qui est adapté. Là aussi, ça vaut le coup de regarder. On a uniquement peut-être un tiers qui dit oui, tout à fait adapté. Donc on a une forme de bienveillance. On a une bienveillance et un tiers qui dit oui, tout à fait adapté. Et là aussi, de la part de ceux qui sont dans des types de formations un peu plus exigeantes, si vous me permettez l'expression, un niveau de satisfaction qui est plus élevé. Et enfin, malgré tout, l'idée de se dire que tout ne va pas forcément s'arrêter une fois qu'on aura terminé ses études. Et que lorsqu'on les interroge à l'égard de leur activité par la suite, et on va le voir s'afficher, la notion de formation constitue des aspects auxquels c'est-à-dire les tout étudiants... au long de la vie professionnelle, les étudiants misent sur le fait qu'ils seront formés. Absolument. Une formation qui donne les clés pour évoluer tout au long de la carrière, une formation qui rend opérationnel rapidement sur le marché du travail, la présence de professeurs et d'intervenants innovants, la capacité à proposer des emplois du temps adaptés aux contraintes des étudiants. Donc on est face à des étudiants qui disent nous sommes étudiants, mais nous faisons également d'autres choses. Parfois, il y a des manières de pouvoir même disposer de formations qu'ils vont eux-mêmes faire ou suivre sur Internet ou éventuellement avec des collègues ou d'autres étudiants et de se dire qu'il faut effectivement casser un peu les codes, des niveaux de formation et des structures préalables qui apparaissent comme étant absolument essentielles. Mais on ne pense pas qu'on va avoir un seul emploi dans sa vie. On ne pense évidemment pas qu'on va être présent dans une seule entreprise tout au long de sa vie. Et donc, dans ce contexte-là, la formation et tout ce qui apparaît comme étant des dimensions professionnalisantes sont plébiscitées de la part des étudiants. Les choses ont un peu changé tout de même. Il y a quelques années, on imaginait, pour reprendre ce que vient de dire Jean Daniel, pouvoir faire une grande partie de sa carrière dans le même groupe. Aujourd'hui, quand on voit ces chiffres, on sent que les choses sont un peu différentes. La critique reste la même, sans doute, vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Cet enseignement est relativement challengé. Est-ce que vous êtes surpris par ces résultats ? Alors, je suis agréablement surprise parce qu'en effet, autant de satisfaction, on n'a peut-être pas tout à fait ce sentiment quand on est face à eux, où ça raloche quand même pas mal sur beaucoup de sujets au quotidien. Moi, je crois qu'en fait, c'est assez logique. Le lycée, l'école primaire, le collège, le lycée sont tendus vers la clé magique du baccalauréat qui va permettre de passer à l'enseignement supérieur. Quand on est dans l'enseignement supérieur, le logiciel change. Alors, c'est un processus. Tout ne se fait pas en quelques jours ou quelques semaines, c'est au cours de 2, 3, 4 années. Mais ils prennent conscience qu'ils sont acteurs de leur formation. Et c'est ce qu'on essaye de faire à INSECU au maximum. Vous êtes coproducteur de votre école de management. Vous êtes coproducteur de votre école d'ingénieur, de votre cursus, quel qu'il soit. Et vous pouvez réussir un chemin extraordinaire, peut-être dans un cursus qui n'était pas tip-top, bien classé, alors que vous pouvez complètement passer à côté d'une formation formidable. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est cette prise de conscience qu'on est acteur de sa formation. Et cette lucidité dont on parlait, moi j'ai envie, suivant les maturités, de penser que c'est au fur et à mesure des mois et des années qu'ils prennent conscience de tout ça et qu'on leur apprend à prendre le stage, le séjour à l'étranger, l'innovation pédagogique et d'en faire quelque chose. Et je crois que c'est ça qu'ils nous montrent en disant qu'ils sont satisfaits. Mais comment répondre, Isabelle, à cette attente un peu paradoxale des étudiants tels qu'on
le lit dans l'étude d'Harris Interactive, de répondre à cette attente un peu paradoxale, d'être immédiatement opérationnel sur le marché du travail, mais en même temps, si j'ose dire, d'avoir une formation professionnelle qui les accompagnera. C'est-à-dire qu'on a confiance, mais en même temps, on veut continuer à être formé. Non, mais je crois que ça participe de cette lucidité qui s'acquiert. Et moi, je suis hyper contente parce que à la fois, il faut le diplôme qui va leur permettre quand même d'être sur l'insertion dans le marché du travail. Et là, on est sur les compétences, on va dire, un peu plus techniques, telles qu'ils les perçoivent. Mais il y a cette prise de conscience que ça va continuer tout au long de la vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils nous disent quand on les a en amphi, dans les salles de classe, etc. Parce qu'ils ont aussi, non seulement ce qu'ils ont, le savoir-faire, mais où on passe beaucoup de temps avec eux, c'est le savoir-être. Donc ce qu'on appelle de plus en plus ces soft skills. Et c'est là-dessus qu'ils comprennent que tout ça, il va falloir continuer. Les compétences douces. Alors, oui, non, mais les compétences douces, et qui sont de plus en plus celles que demande le marché du travail. Donc c'est vraiment très satisfaisant de voir ça. Sylvie Faucheux, même question pour commencer. Qu'est-ce qui vous interpelle dans les résultats tels que Jean-Daniel vient de les dévoiler ? Ce qui m'interpelle, oui et non, c'est en fait la frilosité dont ils font part. Ils disent qu'ils veulent exercer peu de responsabilités, ils ont peur d'aller travailler à l'étranger, ils ne veulent pas créer finalement leur entreprise. Et en même temps, ils sont conscients qu'ils vont vivre des mutations importantes. Alors je crois que derrière tout ça, il faut leur apprendre, c'est ce qu'il manque, je pense, dans l'enseignement, et en tout cas jusqu'au lycée. Il faut leur apprendre à oser, à devenir audacieux, à être bien avec eux-mêmes, prendre un certain nombre de décisions innovantes, travailler de façon plus active en prenant leur destin en main. Et ça, ce sont des méthodes de pédagogie qu'il faut renouveler. C'est par exemple ce que nous faisons en mélangeant des étudiants ingénieurs, des étudiants de management, des étudiants du digital, qui se retrouvent dans ce qu'on appelle des learning expeditions pendant 2 mois, travaillent sur un projet dans notre campus au cœur de la Silicon Valley, et ils vont être amenés à participer à des ateliers de design thinking. Ils vont rencontrer des start-upers qui ont échoué. Ça aussi, il faut leur apprendre que l'échec, ça fait partie aussi de la réussite. Ils vont apprendre à innover, à travailler en groupe de façon multiculturelle. Et je crois que c'est par ce type de méthode qu'ils vont être capables d'aller au-delà de ce qu'ils pensent être capables de pouvoir faire. Je reviens vers vous tout de suite, parce que j'ai une question à vous poser sur l'innovation pédagogique, qui est un vrai sujet. Mais Jean-Daniel, Madame Faucheux vient de le dire, il y a un peu ce rêve alors de la Silicon Valley, des start-upers. Moi, j'étais persuadé, un peu naïvement, que tout le monde voulait devenir start-upper, que la transition digitale inspirait tout le monde, et que tout le monde voulait devenir entrepreneur. Votre étude démontre le contraire. Je ne dis pas tout à fait ça, absolument. On est face à des étudiants qui sont parfois un peu frileux, effectivement, et je reprends le terme que vous avez utilisé. Ils ont besoin d'être rassurés. Voilà. Et effectivement, en fait, quand vous avez parlé de la culture de la réussite, la capacité à pouvoir parler de l'échec, qui peut être une première étape dans la construction, ça ne fait pas du tout partie du registre actuel. Ni des étudiants, ni des jeunes, même d'une manière générale de la société française. C'est-à-dire que quand vous écoutez les différents exemples, quand vous allumez la télévision, écoutez la radio, on n'entend pas forcément parler de personnes qui ont connu un échec et qui par la suite ont su rebondir. On n'a pas forcément des exemples de start-upers qui sont vraiment l'image de ce que peut être la société française. Et même d'une manière globale, la réussite dans la société française ne constitue pas un point qui est un point... Il y a quand même de belles licornes, Jean-Daniel, Blablacar et d'autres sont des réussites françaises. Et oui, mais en fait, on ne va pas forcément même valoriser les individus. Et on va peut-être plus valoriser parfois des expériences qui sont des expériences collectives. Oui. Et dans ce contexte-là, pas forcément le fait qu'on soit soi-même un peu en capacité à se mettre en risque. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas du tout, mais comme vous le pressentiez, ça n'est pas tout à fait la majorité aujourd'hui des jeunes étudiants qui se projettent vers cela. Ils ont besoin, et ils nous l'ont dit, d'avoir un épanouissement à caractère professionnel, mais également voir des soupapes de sécurité par ailleurs. Oui, et je pense quand même qu'on aurait fait la même étude sur nos générations il y a 30-35 ans. Il me semble me souvenir, même à INSEC, quand on avait fait on avait dans une génération, une classe d'âge, 5% des jeunes qui voulaient créer leur entreprise.
20%, c'est déjà pas mal, je trouve. Moi, je pense que s'il y en avait 100%, on serait quand même très embêtés. Donc, voilà, je pense que c'est plutôt en hausse. C'est un bon mouvement. Sylvie Faucheux, je reviens vers vous. Comment est-ce qu'on peut mieux répondre à l'attente d'innovation pédagogique sur laquelle les professeurs dans ce groupe travaillent, une innovation pédagogique qui est une attente, on l'a vu dans l'étude d'Aris Interactive, des étudiants? J'ai donné un exemple tout à l'heure, mais je crois que l'innovation pédagogique, c'est aussi faire preuve d'agilité, parce que nous sommes face à des digital natives en particulier, qui ne souhaitent pas rester pendant 3 heures écouter un professeur. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons des écosystèmes digitaux de pédagogie qui vont accompagner le présentiel et qui, finalement, cela va leur permettre de pouvoir acquérir un certain nombre de questionnements, de fondamentaux, à leur rythme, avec des séquences de 10 minutes, et puis reprendre. Et cet écosystème, il va leur permettre à ce moment-là de devenir acteurs face à leur pédagogie. C'est ce que disait tout à l'heure Isabelle. On va être beaucoup plus actifs. C'est ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Et nous sommes très impliqués dans ces écosystèmes d'innovation pédagogique. De même, pédagogie inversée, pardonnez-moi, oui. Vous pouvez... Alors la pédagogie inversée, c'est finalement l'étudiant qui questionne le professeur parce qu'il a préparé auparavant son cours, notamment avec maintenant l'appui de toutes les formations online, et il va à ce moment-là devenir acteur, et le professeur va devoir s'adapter, il ne va pas donner la bonne parole, c'est ce que disait aussi Catherine tout à l'heure. Isabelle Barthes, aujourd'hui, c'est pas évident d'enseigner quand on a devant soi. Alors, on n'enseigne plus, on aide à apprendre. Alors on aide à apprendre, parce que quand vous avez des étudiants qui ont accès à tout ce qui existe en termes de GAFA, de Google, il faut faire attention à la façon et à ce que vous dites quand vous apprenez. On est dans une inversion complète. C'est-à-dire qu'ils ne nous demandent plus de leur enseigner, parce que l'information est partout, la connaissance est partout. Ils nous demandent de les accompagner dans l'apprentissage. Et pour moi, il y a 3 paradigmes, mais c'est ce qu'on dit. Il y a le anytime, any device, anywhere, c'est-à-dire qu'on apprend partout. On apprend à minuit en achetant des chaussures sur Internet, dans une bibliothèque, mais on apprend aussi en faisant une learning expedition dans un musée pour comprendre ce que c'est que la figure du leader en regardant des tableaux qui ont 150 ou 200 ans. Le deuxième, c'est ce qu'on disait, c'est le test and learn. J'ai droit à l'échec, j'essaye, et quand je ne réussis pas, j'apprends. Et ça, je crois qu'on a cette culture, même entre nous. C'est ça aussi qui est important, c'est que les équipes d'INSECU, on ne fait pas semblant. On ne leur dit pas faites ça et nous faisons autre chose. Et puis la troisième chose, c'est tu es qui tu es. Et je crois qu'on a aussi cette culture du respect de la différence, du respect de la diversité. Nos étudiants ne sont pas toujours les meilleurs de la classe. Ça, moi, je tiens à le dire beaucoup, et c'est cette diversité aussi qui est intéressante. On parlait de mélange, alors c'est du mélange multidisciplinaire, mais c'est du mélange d'origine culturelle, et c'est du mélange d'origine sociale, et ça fait des choses qui sont vraiment créatives. Catherine Lesbine, sur ce sujet développé par Isabelle Barthes. Je suis complètement d'accord. Pardon de cette platitude, mais ce qui est vrai, ce qu'a dit Isabelle, c'est que ce qui caractérise notre groupe et nos équipes, c'est qu'on est dans une aventure, nous aussi, on apprend tous les jours, et on est dans une innovation permanente. Donc on se remet en question, donc en cela on a un caractère très, très entrepreneurial aussi, et on n'est jamais complètement satisfait, c'est vrai. Donc du coup nos étudiants, je pense, le sentent, parce que tout ça infuse, c'est dans l'ADN du groupe et des professeurs, et du coup c'est vrai que nous ne sommes pas du tout, même si nous avons aussi de très bons étudiants, des mentions très bien, etc., il y a toute une modestie face au groupe, par rapport à l'objectif, par rapport au fait qu'il faut changer, bouger, transformer, que ce qui est vrai le lundi n'est peut-être plus vrai le vendredi. Et ça, c'est très ancré. Très ancré, et on est là pour les accompagner dans cette espèce de mouvement. Et d'ailleurs, honnêtement, c'est bien, parce qu'on vit avec des jeunes, ils sont comme ça, nous-mêmes, c'est une cross-fertilisation.
je pense que c'est le cas à INSECU, c'est le cas dans beaucoup d'écoles dès l'instant qu'on a compris le métier, enfin que le métier a changé. Mais c'est vrai qu'il y a une valeur, tu parlais d'audace et de prise de risque, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne cite pas beaucoup, ce n'est pas dans ce sondage, mais c'est la légèreté, être un peu léger. Et je crois que c'est important aussi qu'on transmette ça à nos étudiants. Il ne faut pas se prendre tout le temps au sérieux, il ne faut pas croire que la vie est un chemin de croix. Voilà, il y aura toujours de belles opportunités. Et je crois que si nous, on y croit, nos équipes y croient, équipes administratives, équipes enseignantes, on leur fait passer quelque chose de différent. Faucheux et Jean-Daniel. Alors, je pense aussi que ce que nous transmettons, c'est des valeurs et un sens. Et c'est très important pour les jeunes. Les recherchent un sens. Oui, recherche un sens et des valeurs. Ah oui, sinon, notre groupe est très impliqué dans la responsabilité sociale des entreprises, puisque je rebondis avec la séquence précédente, mais en étant elle-même, en se l'appliquant elle-même. C'est-à-dire que notre organisation est reconnue, même au niveau international, pour la qualité de sa RSE parmi les meilleures universités du monde en cette matière. Et ça, c'est important parce que ça signifie que ce que nous leur enseignons, nous l'appliquons à nous-mêmes dans notre organisation et dans ce que nous sommes capables de leur proposer comme service également, parce que nous leur proposons beaucoup de services supplémentaires par rapport au seul enseignement traditionnel. Je crois que c'est important, tout ce sens qu'on est capable de leur transmettre. Jean-Daniel, je vous ai vu froncer du sourcil tout à l'heure lorsque Isabelle parlait de légèreté, parce qu'il y a à la fois une légèreté peut-être, comme identifie, et en même temps une gravité aussi. Pas justement. Je fronçais les sourcils, mais c'était une manière d'approuver le propos. Peut-être à ma manière, mais enfin, en tout cas, effectivement, on voit bien dans l'ensemble de l'enquête, avec des étudiants qui sont terriblement sérieux et terriblement, en fait, perméables, je serais tenté de dire, à l'environnement économique et social au sein duquel ils évoluent. C'est-à-dire qu'ils n'entrevoient pas l'avenir professionnel avec une forme d'enthousiasme considérable. Alors certes, ils souhaitent des valeurs. Ils souhaitent faire en sorte que globalement, lorsqu'ils sont dans une entreprise, ils sont en adéquation, ils ont le sentiment, pour faire vite, que le citoyen, le salarié, lorsqu'ils sont salariés, n'est pas en tension. Et dans un même élan, ils doutent de leur capacité à pouvoir vraiment évoluer en fonction de leur investissement réel au sein du monde de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que lorsque je vais faire des efforts, lorsque je vais m'impliquer, lorsqu'il va y avoir des effets positifs, est-ce que moi-même, je vais être reconnu en tant que tel? Et là, en fait, où avant les jeunes voulaient être reconnus en tant que jeunes, les jeunes aujourd'hui qui intègrent le monde du travail veulent être reconnus comme étant des salariés, pratiquement comme des salariés comme les autres, sans spécificité de jeunesse, mais comme étant potentiellement des acteurs qui peuvent prendre place au sein du monde collectif. Moi, je rajouterai une chose, et je suis complètement en phase. On a parlé des compétences techniques. Il faut qu'ils en aient. On a parlé des compétences relationnelles. Elles sont maintenant l'incontournable du monde du travail. Les DRH nous l'ont dit à leur façon tout à l'heure. Mais il y a aussi des compétences transverses. Il y en a une qu'on leur communique, qu'on les aide à appréhender, c'est la conduite du changement. On a parlé d'un monde en transition. Il faut qu'ils soient à l'aise avec cette transition constante. Et en fait, ce qu'on dit un peu, c'est apprendre à apprendre et apprendre à désapprendre et apprendre à réapprendre. Et quand ils nous disent tout au long de la vie, je pense qu'ils captent ça petit à petit au fur et à mesure du compagnonnage qu'on a avec eux. Catherine Espine, sur le sujet. Je pense que dire que les jeunes manquent d'enthousiasme, alors c'est peut-être ce qui est dans l'enquête, qui sont très sérieux. Bon, finalement, c'est peut-être... s'ils sont sérieux sans se prendre au sérieux, finalement, c'est l'idéal. C'est un peu ce qu'on essaye de leur apprendre, parce que d'un autre côté, si vous voulez, l'époque où la vie associative était le principal pilier des écoles, elle est révolue et j'en suis ravie. Parce qu'il y a quand même aussi la valeur travail, il y a la valeur partage, il y a la valeur sens. Enfin, le travail n'est pas un gros mot, le travail, c'est un mot normalement enthousiasmant. Alors après, c'est pas non plus un mot qui doit vous faire sauter de joie au plafond, c'est juste quelque chose... Enfin, j'ai l'impression qu'on a des jeunes qui sont effectivement, comme vous le disiez, et on les accompagne dans une maturité, et quand ils arrivent
Alors, fort de leur stage, fort de leur alternance, fort des groupes de travail qu'ils ont eu, fort d'un enseignant qui ne leur a pas dit il faut penser ci, il faut penser ça, donc ils ont tournicoté des tas de sujets. Du coup, ils arrivent, ils veulent être reconnus, et donc du coup, ils se mettent dans le costume. Mais Mme Lespine, donner du sens, comme disait Jean-Daniel, c'est aussi quand même continuer à participer à des associations, continuer à donner du sens J'ai pas dit qu'il fallait pas faire d'associations. Dieu sait qu'il y en a énormément, du sport, etc. Simplement, à une époque, vous étiez président du BDE, vous cochiez toutes les cases. Aujourd'hui, enfin en tout cas, moi j'ai jamais été trop partisane de ça. C'est-à-dire que j'estime que quand on a des engagements associatifs, enfin comme disait mon père, Catherine, tout compte et beaucoup. C'est exactement ce que je dis aux élèves. Tout compte et beaucoup, il faut faire pour être équilibré, on y revient. La vie associative, des engagements, de la RSE, des valeurs, travailler plus collectif qu'individuel, comprendre que le succès se fait quand même en général de manière individuelle et qu'on est toujours dans l'histoire de la solidité de la chaîne qui dépend quand même du maillon faible. Et les jeunes sont très solidaires. Mais ultra solidaires, beaucoup plus que nous. Nous, on était là, il ne faut pas copier sur son voisin. Mais ça, c'est fini. De toute façon, les examens, ils ne sont plus comme ça. Donc, je pense que tout ça reflète les jeunes, un peu inquiets, sérieux, qui font des profils LinkedIn à une époque où nous, on ne faisait pas du tout ça, parce que quand on faisait un CV, déjà, c'était le boom. Et on le tapait à la machine. On le tapait à la machine, on mettait des petits, voilà, parce qu'on faisait des erreurs. Mais voilà, donc c'est bien. C'est des jeunes qui ont, par des méthodes, par des accompagnements, par des, comme tu disais aussi, un peu qui se mettent un peu en scène, etc. Mais je trouve qu'ils sont à la fois très conscients de leur personne et très conscients du fait que leur personne sans les autres, ça ne va pas être grand-chose. Donc après, oui, il y a une espèce de sérieux qui s'installe, mais moi je trouve bien. Ce qu'on leur apporte aussi, je trouve, surtout dans un groupe comme InSecU très multidisciplinaire, c'est la possibilité, ils le demandent dans le sondage, du à la carte. Oui. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, tu as 3 ans pour finir tes études. Ils peuvent avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans, faire un séjour académique, faire une césure, compléter une formation. Ils sont dans une école de management, ils peuvent aller apprendre le code dans une autre école du groupe, ils peuvent apprendre la photo d'art dans une école de création. Et ça, c'est hyper important parce que cette maturité, ils se la construisent, c'est leur portefeuille de compétences voilà, qui se fabriquent. La notion de fabrique, elle est très importante. Sujet intéressant, pardonnez-moi Sylvie, je vais vous donner la parole tout de suite. Peut-être vous aurez aussi un élément de réponse sur le besoin d'aller à l'étranger. On l'a vu dans les chiffres que vous avez dévoilés tout à l'heure, il y a à la fois une envie et presque un reproche de dire il n'y a pas suffisamment de choses qui se passent pour moi étudiant à l'étranger, mais en même temps quand on demande aux étudiants s'ils sont prêts à aller travailler à l'étranger, le chiffre est plus que c'est pas la même chose. Oui, voilà. Après, il y a des différences. Hein, c'est ce qu'on se disait. Selon les types d'étudiants, ceux qui sont à l'université, ils sont quand même beaucoup moins prêts à aller à l'étranger que ceux qui sont dans les écoles. Donc il y a déjà cette différence. Et puis, il y a eu une forme, on en parlait parfois, de forme de pression sociale, c'est-à-dire avec, d'une manière générale, pas toujours la valorisation en France, en tout cas perçue, à tort ou à raison, que partir à l'étranger apparaît comme étant une bonne chose. C'est parfois considéré comme étant une forme de critique. Et en général, lorsque vous entendez parler dans les médias des étudiants qui partent à l'étranger, c'est plutôt perçu comme étant une perte de nos forces vives qu'un enrichissement que l'on pourrait avoir à l'égard de l'extérieur. Donc, et voilà, et donc avec une interrogation autour de, et donc une interrogation qui existe, je ne dis pas qu'elle est réelle, mais en tout cas qui existe de la part des médias et d'une partie de la société, qui vise à parfois dire, ça n'est pas toujours une bonne chose de se dire que nos étudiants partent à l'étranger. Sylvie Faucheux. Oui, alors sur ce sujet, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils font des parcours, en fait. À un certain moment de leur vie, d'étudiants, ils vont avoir envie de partir à l'étranger. Il faut les accompagner, mais aussi, il faut leur donner le goût et les aider à choisir ce voyage à l'étranger. Il faut qu'il soit thématique, donc c'est ce que nous essayons de faire. Mais je voulais réagir aussi sur un autre sujet, qui est que justement, lorsqu'ils rentrent comme étudiants dans un établissement d'enseignement supérieur, ils rentrent avec l'idée que tout au long de leur vie, ça a été dit à plusieurs reprises, ils vont devoir se former. Et ce que
ce que nous leur proposons également, et je crois que c'est très important, c'est d'entrer, en fait, ils savent qu'ils vont rentrer dans une famille et qu'ils y sont pour la totalité de leur vie professionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont terminé une formation initiale, eh bien, ils pourront ensuite bénéficier de tout ce qui est proposé en formation continue, par exemple dans notre groupe, mais pouvoir compléter leur formation. Ils peuvent très bien avoir suivi un MSI ou un master en marketing il y a 10 ans, mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils le complètent par une compétence digitale. Et donc, nous leur proposons immédiatement cette possibilité à la carte de se former à n'importe quel moment pour pouvoir continuer à réussir et à évoluer dans ce monde qui bouge énormément. Nous les aidons aussi à pouvoir repositionner, changer de carrière. Et je peux vous dire que je vois beaucoup de personnes qui sont passées par les formations de l'INSECU il y a quelques années et qui aujourd'hui ont 40 ans, 50 ans, et ils vont changer d'entreprise, ils vont changer de métier. Donc nous sommes toujours capables de leur proposer à leur rythme, en s'adaptant, en pouvant continuer leur activité professionnelle, de les aider dans cette évolution de carrière. Je crois que ça aussi, c'est très important par rapport à l'inquiétude que vous souleviez. C'est-à-dire de ne pas se dire, je vais quitter mon établissement d'enseignement supérieur et finalement, j'ai plus de filet. Mais non, il faut aussi leur faire comprendre qu'ils ont ce filet, je pense, tout au long de leur carrière professionnelle. Jean-Daniel, sur cette étude, parce qu'on approche du terme de cette émission en direct, si je devais vous demander de garder en mémoire 3 chiffres importants de cette étude qui résument la situation des étudiants face au marché du travail, face à leur avenir, face à leurs désirs, quels sont les 3 chiffres que vous extirperiez de ce travail que vous avez réalisé chez Harris Interactive? Oui, 3 chiffres ou 3 grandes tendances. Première grande tendance, on est face à des étudiants qui disent globalement on est dans un monde environnant aujourd'hui dans le cadre de nos études qui nous convient et qui fait qu'on arrive à trouver un niveau de formation et un environnement qui est plutôt plaisant. Le deuxième aspect, c'est qu'on est face à des étudiants qui nous disent nous avons bien conscience que l'avenir se joue maintenant mais se jouera également par la suite et que si on n'apprend pas à apprendre, si on n'arrive pas à savoir qu'il va falloir s'adapter d'un point de vue positif à l'environnement global, et ils y sont prêts, nous n'arriverons pas à pouvoir avoir une carrière et une activité professionnelle qui sera satisfaisante. Et puis, dans un même élan, des étudiants qui vont dire la vie aujourd'hui n'est peut-être pas forcément aussi facile que celle que nos parents ont connue. On va connaître des accidents de la vie, on va être en difficulté, il va falloir s'adapter et avec là notamment de la part des étudiants qui sont dans des écoles, qui sont des écoles plutôt haut de gamme ou plutôt professionnalisantes, un regard qui est un regard un peu plus optimiste à l'égard de leur future vie professionnelle. Est-ce que ça veut dire que ce regard qui a changé d'étudiants, ils l'ont modelé aussi, j'allais dire, à l'éclairage de la situation de leurs pères, de leurs oncles, qui ont fait des carrières, mais qui parfois ont été remerciés d'un revers de main? Oui, et même de la part de personnes qui vivent dans des milieux qui sont des milieux professionnels plutôt aisés, ce qui n'était pas encore le cas, il y a une vingtaine d'années, où là aujourd'hui, même les enfants de cadre, même les enfants de catégorie supérieure disent ça n'est pas forcément assuré, la linéarité de notre activité professionnelle n'est pas forcément entièrement assurée. Ce qui d'ailleurs s'inscrit dans un contexte de doute sur le contrat qui va être passé avec les entreprises. Est-ce que la promesse initiale va être une promesse qui va être véritablement tenue? D'où un doute qui existe de leur part, d'où une implication qui parfois est un peu moins importante que ce à quoi on pourrait s'attendre, d'où un phénomène qui est un phénomène de zapping, si vous me permettez l'expression, d'entreprise de la part de jeunes salariés qui déclarent que lorsqu'elles ne sont pas d'accord ou lorsqu'elles ont le sentiment qu'au départ, il y a eu une forme de rupture de la confiance, elles vont changer assez rapidement d'entreprise. Donc ça n'est pas forcément un changement qui va leur être imposé, mais ça peut être également un changement qu'elles peuvent choisir dans le cadre de leur parcours professionnel.